On a vraiment essayé de continuer à innover pour délivrer le Web 3 qu'on nous promet depuis des années. Toutes ces innovations-là, elles existent sur un seul réseau Layer 1, sans bridge, sans séquenceur, sans L2, sans roll-up. Donc on élimine vraiment la complexité et les trade-offs d'expérience utilisateur qu'on peut voir dans beaucoup d'autres solutions. Ou si Bitcoin utilisait Proof of Less Work, aujourd'hui, il consommerait 87% de moins d'énergie que ce qu'il fait maintenant, sans perdre en sécurité. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Coin Tribune. Aujourd'hui, nous allons interviewer Maud, qui fait partie du projet Alephium, une Layer 1 Proof of Work, qui a récemment réalisé une nouvelle upgrade, l'upgrade Danube, qui incorpore plein de nouvelles fonctionnalités pour tous les utilisateurs Web3. Maud va se présenter, nous présenter le projet Alephium et nous parler plus en détail de l'upgrade Danube. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à nous dire en commentaire les prochains projets que vous souhaiteriez voir être interviewés. Bonne interview. Bonjour Maud, je viens de présenter du coup le contexte de l'interview et rapidement Alephium. Est-ce que toi tu pourrais te présenter et nous dire ce que tu fais au sein de Alephium ? Oui, bien sûr. Du coup, enchantée d'être là. Merci de me recevoir. Je m'appelle Maud et chez Alephium, je m'occupe un petit peu des opérations. Un petit peu beaucoup, pardon. Des opérations. Je suis avec Alephium depuis 2021 et en fait, j'étais la première membre de l'équipe, en gros, qui n'était pas un développeur. Donc, ça veut dire que je m'occupais toute seule vraiment de tout le reste. Donc, l'admin, les aspects légaux, le développement de l'écosystème, le marketing, la com. Heureusement, l'équipe a quand même un petit peu grandi. Aujourd'hui, on est une quinzaine. Et bien que je sois toujours impliquée dans beaucoup de ces choses-là, heureusement, je ne fais plus ça toute seule. Donc, je fais quand même encore tout l'aspect administratif, légal, la gestion de l'écosystème. Toujours ravie de donner des inputs sur le marketing et la com. Et surtout, comme tu peux le voir aujourd'hui, je représente aussi Alephium et je viens parler d'Alephium dans des podcasts, des conférences. Voilà, je parle beaucoup d'Alephium. Je parle beaucoup d'Alephium et c'est souvent moi qui le fais. Voilà. Super, tu as une vue globale sur le projet. Moi au niveau tech, dev, mais sur tous les autres aspects, du coup tu vois un peu tout et tu aides à coordonner tout ça du coup. Voilà, et j'ai quand même, on va dire, j'ai une compréhension technique. Alors je peux pas coder, faut pas me demander de coder, mais j'ai quand même une compréhension technique assez bonne du projet parce que de nouveau, comme je dois être la personne qui parle du projet, j'aime quand même bien savoir de quoi je parle et pouvoir avoir des conversations un petit peu plus pouvoir continuer les conversations un peu plus loin que la surface. Voilà, mais je ne sais pas coder. Mais je sais utiliser GitHub, voilà. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement Alephium, sachant que le projet a commencé à être construit en 2019, le white paper a été construit un peu avant, etc. Et puis le mainnet s'est lancé en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et moi, ma question aussi, c'était par rapport à ça, c'était, vous avez lancé dans un contexte où les blockchains Proof of Stake étaient les blockchains phares et le Proof of Work était un petit peu délaissé. Donc, est-ce que tu pourrais nous présenter Alephium et justement expliquer pourquoi vous avez décidé de garder le Proof of Work au cœur de votre projet? En fait, Alephium, c'est vraiment... La question que tu viens de poser, c'est vraiment la raison qui est un petit peu liée à la création de Alephium, parce que c'était vraiment... est-ce qu'on peut préserver la décentralisation, la sécurité des technologies Proof of Work et du modèle UTXO qui avait été amené par Bitcoin, mais tout en délivrant l'expérience intuitive, rapide Web3 que les smart contracts nous avaient un petit peu promis. Et tout Alephium est là pour démontrer que oui, c'est possible, que le Proof of Work, ça scale, que le Proof of Work et le modèle UTXO, non seulement ça scale bien, ça peut être performant et c'est un environnement qui peut être à la fois performant et bien plus sécurisé pour tout ce qui est les smart contracts et les applications décentralisées. Donc, Alephium, c'est le Proof of Work, mais engineered pour le futur. On a un mécanisme qui s'appelle le Proof of Less Work qui réduit la consommation énergétique du réseau à large échelle jusqu'à 87%, mais sans réduire la sécurité, donc en préservant la sécurité du modèle Proof of Work. On a une architecture de sharding, donc ça c'est notre solution de scalabilité qui, avec notre network upgrade qui arrive, qui nous permet, qui permet au réseau de processer au-delà de 20 000 transactions par seconde avec des block time de 8 secondes. Donc on est sur des performances
qui sont compétitifs par rapport au blockchain Proof of Stake sur du Proof of Work. De manière un petit peu plus, encore plus concrète, on a un environnement de développement qui est basé sur un modèle qui s'appelle le Stateful UTXO, qui amène tout le pouvoir en fait de l'account base, de programmation en fait, mais en gardant la sécurité inhérente du modèle UTXO, où du coup on arrive à avoir tout le pouvoir des smart contracts en éliminant complètement les vecteurs d'attaque les plus proéminents de l'industrie, les reentrancy, les flash loans, les unlimited approval exploits, et ça c'est des vecteurs d'attaque qui sont exploités tous les jours. Un des gros en date, c'était par exemple le hack sur Sui, qui les mécanismes qui ont été utilisés sur ce hack n'auraient pas pu être exploités sur Alephium. Voilà. Et toutes ces innovations-là, elles existent sur un seul réseau Layer 1, sans bridge, sans séquenceur, sans L2, sans roll-up. Donc on élimine vraiment la complexité et les trade-offs d'expérience utilisateur qu'on peut voir dans beaucoup d'autres solutions. Et comme tu l'as noté, dans l'industrie, il y a très très peu de projets. Alors ça change un petit peu maintenant, mais en tout cas clairement au moment d'annoncer Alephium, il y a très très peu de projets qui ont continué à pousser un petit peu les limites du Proof of Work et du modèle UTXO. Et dans le peu de gens qui le faisaient, il y en a encore moins qui le faisaient vraiment dans l'optique d'avoir une plateforme pour les smart contracts, optimisée pour les smart contracts et des applications décentralisées. Alephium, ça prend vraiment le meilleur des deux mondes. La décentralisation, la résistance à la censure et la sécurité du modèle Proof of Work et du modèle UTXO, avec la rapidité et la performance qu'on attend des plateformes aujourd'hui, des blockchains pour les smart contracts, et en ajoutant vraiment l'expérience utilisateur, qu'on parle de l'utilisateur final ou des développeurs au cœur du développement. On a vraiment essayé de continuer à innover pour délivrer un petit peu le Web 3 qu'on nous a promis, qu'on nous promet depuis des années. Parfait, Maud, merci pour ta réponse. Maintenant, on va passer au sujet phare de l'interview, qui est l'upgrade Danube, qui permet d'apporter beaucoup de choses au réseau Alephium, beaucoup de nouveautés pour tous les acteurs de l'écosystème. Est-ce que tu pourrais en parler un peu plus, s'il te plaît? Oui, bien sûr. La Network Upgrade Danube, c'est la 3e Network Upgrade de Alephium. Donc on a eu à peu près depuis le lancement du réseau en 2021, fin 2021, on a eu à peu près une Network Upgrade par an. On en a eu une début 2023, une mi-2024 et là on en aura une mi-2025. L'upgrade Danube, elle est actuellement en testnet et elle sera live sur le mainnet dans le prochain mois ou deux. Et c'est vraiment la Network Upgrade qui va propulser un petit peu l'expérience utilisateur sur la blockchain Alephium. C'est vraiment la Network Upgrade qui vient vraiment fermer ce gap qu'on a entre le Web 3 qu'on nous a promis depuis des années et l'expérience réelle qu'on a aujourd'hui. Donc c'est pas juste une autre upgrade, c'est vraiment ça vient vraiment améliorer l'expérience utilisateur, qu'on parle des utilisateurs finaux, des développeurs, et c'est vraiment on vient délivrer des améliorations qui sont sur la roadmap d'écosystèmes bien plus matures que le nôtre. Ça vient vraiment continuer à prouver que le Proof of Work, c'est à la fois scalable, performant, ça peut être user-friendly et qu'on n'a pas besoin de faire des compromis sur la décentralisation et la sécurité pour scaler. On essaye vraiment que la complexité de la tech, elle disparaisse. Donc, on a beaucoup de features. Je vais essayer de ne pas trop passer de temps, d'essayer de faire une overview qui prenne pas trop de temps, parce qu'il y a pas mal de ressources qui sont disponibles pour les gens qui voudraient aller plus loin. Mais en gros, on vient réduire le block time à 8 secondes. Donc on est sur un block time qui, sur du proof of work, qui est extrêmement compétitif, qui est on par avec des blockchains proof of stake. Ça permet, comme notre réseau a plusieurs blockchains qui travaillent en parallèle, ça nous permet
au niveau du réseau de processer jusqu'à 2 blocs par seconde. On a aussi fait énormément d'optimisation au niveau du protocole, au niveau du node et au niveau du gaz. Et où du coup on a réduit le block time, donc on a plus de blocs dans le réseau par seconde, mais on n'a pas réduit la taille des blocs, donc ça nous permet de doubler les TPS, donc on sera sur des TPS facilement au-delà de 20 000 TPS pour le réseau. Le nœud synchronise 3 fois plus vite, ce qui vraiment améliore la scalabilité et la décentralisation du réseau. J'en ai parlé un petit peu dans la présentation, notre solution de scalabilité, ça s'appelle le sharding. Et parce qu'on a choisi de construire sur le modèle UTXO, à l'opposé des modèles account-based, où la plupart des implémentations qui existent du sharding ont été faites, on est une des seules implémentations de sharding sur du modèle UTXO, et c'est déjà bien plus user-friendly parce qu'on n'a jamais la problématique de transactions cross-chain. Donc on avait déjà une expérience utilisateur qui était très très proche d'un réseau single chain, mais là on introduit un nouveau type d'adresse qui vient en gros complètement éliminer la complexité de notre solution de scalabilité pour l'utilisateur final. Parce qu'avant, il y avait des adresses qui avaient des groupes, et si tu voulais interagir avec un smart contract, il fallait que tu le fasses avec une adresse qui était du même groupe que du smart contract. Enfin bref, c'est un truc qui, au final, parce qu'on avait fait des automatisations, ça va, il n'y avait pas trop de friction, et c'était que au niveau des interactions avec les smart contracts, pas des transactions simples. Mais c'était quand même un point de friction qui là sera complètement éliminé. Donc avec ça, pour l'utilisateur normal, le fait que Alephium c'est un réseau qui a plein de chains, ça se voit pas. Ils ont vraiment une expérience single chain avec la performance d'un réseau qui est shardé. Et donc on aura vraiment l'implémentation la plus user-friendly et la plus avancée de l'industrie aujourd'hui au niveau du sharding. On a fait beaucoup de choses aussi au niveau pour les développeurs. Donc on a amélioré le tooling, amélioré la logique, rajouté plein d'automatisation pour que vraiment l'expérience développeur elle soit la plus agréable possible et que le design de smart contract soit encore simplifié. On a aussi introduit ce qu'on appelle les chain transactions. Donc en gros, avant, il y avait certains flows quand tu es développeur, tu devais faire certaines étapes, tu devais les faire sur plusieurs transactions. Ce qui n'était pas forcément... Ça permettait de le faire, mais là maintenant, on a introduit les chain transactions. Donc ces étapes-là, ça permettra aux gens de les faire en une seule transaction, tout en gardant la sécurité du modèle UTXO. Donc on améliore la composabilité pour les applications décentralisées, mais on n'enlève pas de nouveau la protection contre la re-entrancy attack et toutes ces choses-là. Et enfin, une des dernières, c'est le support de la passkey. Donc c'est le support natif au niveau du protocole des passkeys. Donc ça permet aux gens d'utiliser les passkeys qui commence à vraiment devenir la norme dans le Web 2, où du coup maintenant on se log sur nos comptes avec le Face ID ou avec des YubiKey plutôt qu'avec les passwords. Ça devient vraiment la norme. Et du coup là, on supporte les passkeys nativement dans le protocole. Ça veut dire que les applications, les wallets sur Alephium auront dès le moment de l'activation au mainnet la possibilité, par exemple, de faire des wallets ce qu'on appelle seedless, donc sans seed phrase, où du coup on utilise les passkeys. Parce que si vous avez déjà essayé d'amener qui que ce soit dans le Web 3, les seed phrases en général, c'est quoi ces mots, les gens les perdent, les stockent pas comme il faut, les rentrent n'importe où. Et du coup, ça permettra d'offrir, s'ils le veulent, une expérience qui se rapproche un petit peu de l'expérience sécuritaire Web 2, qui est peut-être plus accessible. Voilà. J'avais une question, plusieurs mêmes questions, par rapport au fait que si on perd ou qu'on casse la clé, la YubiKey, est-ce qu'il y a des moyens de pouvoir récupérer son compte, de récupérer son adresse? Alors, ça dépend vraiment de l'implémentation. Il y a déjà c'est quand même toujours de recommander soit d'utiliser un type de passkey qui peut être backupé, où on peut avoir un backup,
ou alors d'utiliser plusieurs passkeys. Donc, et ça, il y a plusieurs moyens de l'implémenter. Ça peut être soit simplement de faire un wallet multisig où chacun des signataires est une passkey différente. Par exemple, tu pourrais dire j'ai un multisig avec 3 passkeys et j'ai besoin d'une des passkeys pour signer. Ça veut dire que tant que tu as une des 3 et tu as tes 2 autres, c'est ton backup pour avoir accès à ton wallet. Tu peux aussi implémenter un peu plus... C'est des trade-offs toujours. Tu peux aussi partir sur ce qu'on appelle des smart contract wallets. C'est un exemple de smart contract wallet. Par exemple, c'est le Safe, où du coup, c'est des multisig en gros, mais où tu peux... mais c'est des multisig qui sont implémentés un petit peu différemment, basés sur des smart contracts, où tu peux du coup avoir des backups pour ton wallet. Et après, il y a quand même des best practices à avoir sur la gestion. Mais après, c'est libre aux personnes qui vont implémenter les wallets ou les dApps sur les systèmes qui vont vouloir proposer à leurs utilisateurs. Et après, les utilisateurs peuvent aussi choisir de nouveau de setuper soit en multisig s'ils veulent, soit d'utiliser des passkeys qui ont des backups, quoi. Super, ok. Et du coup, en fait, si je comprends bien, les utilisateurs Alephium vont pouvoir choisir en fait différents niveaux de sécurité du coup en fonction de ce qu'ils veulent. Soit ils vont justement choisir d'avoir une passkey, donc avec le Face ID, avec une YubiKey, ou soit ils vont pouvoir choisir d'avoir directement la seed phrase normale. Et ils pourront pouvoir aussi choisir pour confirmer une transaction d'avoir par exemple besoin à la fois d'une YubiKey et d'un Face ID et d'un mot de passe. Est-ce que c'est possible ce genre de choses? En fait, ce sera vraiment libre aux wallets et aux dApps au-dessus. Donc, c'est vraiment de supporter ce modèle-là dans le protocole, donc de pouvoir générer, de lier une passkey avec une seed phrase, de pouvoir générer un wallet avec une passkey. Donc, c'est vraiment de pouvoir supporter ça au niveau du protocole. Et après, ça veut dire que tout wallet, tout dApp sur Alephium peut ensuite faire le choix d'offrir cette option à ses utilisateurs. Donc ça veut dire que un wallet peut décider de faire que des passkeys, d'offrir les deux, une combinaison des deux, mais la fonctionnalité est là. Nous, au moment parce que là, donc, comme je disais, l'upgrade Danube, elle est en testnet, et on est bientôt prêt à annoncer la date de mainnet. Donc je peux te dire aujourd'hui que le mainnet, ce sera en tout cas dans le prochain mois ou 2 maximum. Super. Et du coup, on n'a pas envie de... C'est quand même des gros changements sur les wallets. Donc on va supporter le nouveau type d'adresse au moment du launch du mainnet. En tout cas, on va essayer de supporter les adresses soit au moment du mainnet launch ou très rapidement après. Le support des passkeys dans les wallets que nous on développe, c'est quelque chose qui viendra un petit peu après parce que ça demande quand même des changements assez significatifs. Mais par contre, de nouveau, la fonctionnalité est là. Nous, ça viendra peut-être un petit peu plus tard dans nos wallets, mais tous les autres wallets ou même les dApps qui existent sur Alephium pourront l'utiliser à partir du moment où c'est sur le mainnet de la façon qu'ils préfèrent. Super, Voilà. merci. L'idée, c'est vraiment d'amener le plus de fonctionnalités, d'offrir le choix et toujours dans une optique de fonctionnalités qui viennent s'inscrire dans soit meilleure sécurité, meilleure expérience utilisateur ou meilleure performance, en gros. Ok, top, super, merci. Il y avait aussi la question, et j'avais pas mal de petites questions par rapport à ça, par rapport au concept du Proof of Less Work. Ouais. Le Proof of Less Work, est-ce qu'il était intégré avant la mise à jour, l'upgrade Danube, ou est-ce qu'il était intégré déjà pendant l'upgrade Danube? Le Proof of Less Work, c'est depuis le lancement du protocole. Donc c'est depuis 2021, c'est vraiment depuis le début. Mais en fait, le Proof of Less Work, si tu veux, je peux t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. En gros, c'est pas trop compliqué et ça, normalement, j'arrive à le faire pas trop long. Mais en gros, le Proof of Less Work, ça fonctionne comme juste avant que je rentre dans les détails. Ce qui fait la sécurité du réseau, c'est le coût de miner un bloc, parce qu'au final, c'est le coût d'attaquer le réseau. Plus le hash rate d'une blockchain augmente, plus le coût de proposer et de miner un bloc est cher. Et ce qui rend le coût d'attaquer le réseau, parce que du coup, pour le coût d'attaquer le réseau, plus le hash rate augmente, plus le coût de miner un bloc augmente, et plus le coût d'attaquer le réseau augmente. Donc,
Et sur le Proof of Work classique, en gros, le hash rate augmente, le coût de miner un bloc augmente, la difficulté augmente et le coût en électricité augmente. Et c'est comme ça que la sécurité augmente au fil du temps. Il n'y a pas vraiment de cap, ça peut aller indéfiniment. Le mécanisme du Proof of Less Work, donc jusqu'à un certain niveau de hash rate, on est en Proof of Work classique. Donc là, au jour d'aujourd'hui, Alephium est Proof of Work classique. Quand on arrive à 1 exahash de niveau de hash rate, Proof of Less Work s'active. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coût de miner un bloc va continuer d'augmenter exactement comme il le fait en Proof of Work classique. Donc on n'a pas de perte de sécurité parce que ce coût de miner un bloc, et au final le coût d'attaquer le réseau reste le même. Mais au lieu que les mineurs payent ce coût 100% en computing power et du coup en électricité, ce qu'on fait, c'est que progressivement, une partie de ce coût, tu le payes en brûlant des alephiums en amont. Okay. Donc, le paye en brûlant des alephiums en amont. Et c'est très important, ce n'est pas que le mineur reçoit moins de alph en reward, c'est vraiment que pour pouvoir proposer un bloc, en input, il y a des alephiums qui sont brûlés. Et c'est vraiment important que ce soit en amont parce que c'est ça en fait qui fait que le niveau de sécurité ne baisse pas. C'est ça qui fait que le coût de miner un bloc continue d'augmenter de la même façon qu'en Proof of Work, mais parce que ce coût n'est plus payé exclusivement en électricité, tu réduis en gros à l'échelle du réseau la consommation énergétique du réseau. La consommation énergétique. Et plus le réseau est grand, plus cette réduction est grande. Et en gros, parce que c'est le seuil d'activation, c'est 1 pardon. Putain, j'ai mon cerveau qui part à la fois en anglais et en français. C'est 1 exahash, mais c'est une activation qui est progressive. Le pourcentage de ce coût de miner un bloc qui est payé en brûlant des alphes, il augmente plus le hash rate continue d'augmenter. Donc, la réduction de 87%, elle n'est pas immédiate au moment des 1 exahash, c'est vraiment à très très grandes échelles, c'est au maximum 87%. Je ne me souviens plus exactement à quel stade au niveau des exahash ça est, mais je crois que c'est 128, c'est possible que ce soit à ce niveau-là. Mais voilà, voilà. Mais ça reste, aujourd'hui, si on avait la taille de... Si le réseau Alephium avait la taille de Bitcoin, il consommerait, ou si Bitcoin utilisait Proof of Less Work, aujourd'hui, il consommerait 87% de moins d'énergie que ce qu'il fait maintenant, sans perdre en sécurité. Par rapport à ce mécanisme de burn de token, est-ce que ça produit une pression déflationniste sur le prix ? Alors, c'est une pression déflationniste ou déflationnaire, je ne sais pas, un des deux. Je sais plus, ouais. Un des deux, sur l'émission. Donc ça vient, parce que du coup ça vient éliminer des alphes du supply existant, parce que ça vient brûler des alphes. Après, comme il y a des forces inflationnaires, l'émission de moyenne, je veux dire, aujourd'hui, éventuellement, les forces déflationnaires qui sont notamment le burn des alphes par le Proof of Less Work, on brûle aussi les transaction fees. Ça vient, aujourd'hui, c'est quand même moindre par rapport à la force inflationnaire qui est l'émission des alphes qui sont minées au fil du temps. Mais éventuellement, il y a loin dans le futur, c'est tout à fait possible que ça vienne, que les forces déflationnaires, je crois que c'est déflationnaire, que les forces déflationnaires viennent être plus fortes que les forces inflationnaires, notamment l'émission. Mais là, alors toi peut-être, moi pas, mais je pense qu'on est très loin d'avoir cet inversement aujourd'hui. Mais ça vient quand même créer des forces déflationnaires sur le supply. Ok, super, merci pour ta réponse. J'avais aussi une autre question. En quoi les développeurs seraient intéressés de basculer de blockchain compatible avec EVM à Alephium? Peut-être faire un petit récap et en plus mettre en avant comment, avec la mise à jour et l'upgrade avec l'upgrade Danube, ça permet encore un peu plus de permettre aux développeurs
de pouvoir basculer plus facilement et de s'intégrer à ce nouvel écosystème? Ouais. Alors, je pense que après, il y a vraiment l'écosystème développeur est très grand. Donc, il y a vraiment, il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a des développeurs aussi qui sont très orientés proof of work. Et aujourd'hui, il y avait très peu d'endroits où ils pouvaient construire des dApps et des projets sur des blockchains proof of work. Alephium, c'est une de leurs options et c'est certainement l'une des plus performantes aujourd'hui du côté du proof of work. Il y a aussi tout l'environnement justement de développement, comme tu l'as mentionné. C'est un environnement qui a été optimisé pour l'expérience développeur. Les gens souvent font un peu l'amalgame du fait que EVM, comme c'est le plus utilisé, ça veut dire que c'est le plus simple d'utilisation, mais c'est pas vrai. EVM, ils ont le first mover advantage, mais ça reste aujourd'hui pas hyper efficace, ça reste limitant. Il y a beaucoup de façons de faire des erreurs dramatiques. Il y a des vecteurs d'attaque qui sont connus contre lesquels on ne peut pas se prémunir. Et c'est un environnement. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a des projets où leur budget d'audit est quasi plus élevé que leur budget de développement. Et de nouveau, même ça ne les protégera pas contre des vecteurs d'attaque connus et contre lesquels on ne peut pas vraiment se protéger. Et donc, certes, EVM, il y a plus d'exemples, plus de documentation et tout ça, mais ça n'est pas, c'est pas un environnement qui est vraiment developer friendly. Donc sur Alephium, tout l'environnement, on a la chance de ne pas avoir été les premiers, donc on a pu voir ce qui a été fait, on a pu apprendre de l'expérience EVM, des choix qui avaient été faits et surtout des cas d'usage qui ont été développés et comment les choix technologiques ont été faits qui sont pas forcément optimales avec les cas d'usage réels et effectifs des gens. Donc on a pu vraiment designer, en n'étant pas les premiers, on a pu apprendre de ça et designer un environnement qui est fait pour les développeurs, où c'est intuitif, où il y a des checks qui sont built-in dans le langage, dans la VM, pour éviter les erreurs. On a un environnement où on a éliminé le plus d'attaques de vecteurs qui était possible, et donc où vraiment les développeurs peuvent se concentrer sur builder, innover et construire vraiment des choses qui les enthousiasment en fait. Et je pense que ça, c'est pas quelque chose qui va forcément parler à tous les développeurs, ça dépend du profil, de ce qu'on a envie de faire, mais je pense que c'est quelque chose qui peut clairement parler à beaucoup. On a aussi, et c'est un paradigme qui est complètement différent, parce qu'il n'y a pas beaucoup dans le proof of work, mais dans le modèle UTXO, on est vraiment l'un des seuls où on a vraiment une virtual machine qui est Turing complete, donc ça veut dire où tu peux vraiment construire tout ce que tu veux. Parce que dans le modèle UTXO, les alternatives, c'est souvent des blockchains qui utilisent ce qu'on appelle l'extended UTXO model, qui est plus proche de ce qu'on appelle de l'advanced scripting, mais c'est pas vraiment la même expérience que quand tu as une VM qui est Turing complete et que tu as toutes ces choses-là. Donc je pense que c'est un environnement qui a été fait pour l'expérience développeur pour qu'ils puissent have fun et builder quoi. Après, tu as aussi la proximité avec l'équipe. Comme je te disais avant, on a vraiment eu envie, on a construit Alephium et pensé pour vraiment évoluer avec les cas d'usage. Donc on est parti avec un cœur technologique, une base qui évolue au fil de l'usage. Et donc ça veut dire qu'un développeur dans l'écosystème d'Alephium va avoir si tu vas sur notre Discord, tu peux parler avec les devs tous les jours qui sont là pour t'aider, mais de manière plus importante, tes feedbacks sont pris comme input pour le développement de la virtual machine et du smart contract language. C'est-à-dire qu'en construisant sur Alephium, tu peux avoir un impact direct sur la façon dont l'environnement, le langage et la VM évoluent pour supporter les use cases que toi tu builds. Et je pense que surtout dans le Web3, on a quand même tous envie de faire partie d'une communauté où on partage des valeurs, mais aussi où on sent que ce qu'on contribue est apprécié, que notre input est entendu. Et je pense que ça, c'est quelque chose... Alors, c'est en partie parce qu'on est encore un projet assez petit, mais c'est aussi une culture qu'on a vraiment... C'est aussi un choix dans la construction d'Alephium qu'on a fait, et une culture qu'on essaye vraiment de préserver au travers la croissance du projet. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut parler à certains. Et après, on parlait un petit peu des services, c'est un petit peu la même chose. C'est aujourd'hui, si tu veux lancer, je sais pas, une marketplace NFT sur Polygon, tu t'es en compétition avec, je sais pas, des centaines
de projet. C'est hyper dur d'avoir l'attention de cet écosystème parce qu'ils sont surchargés par des projets. C'est hyper dur de se différencier. Le coût marketing pour se différencier est du coup bien plus fort. L'avantage, ça a des avantages et des inconvénients, hein, bien évidemment, mais là, je suis là pour parler des avantages. L'avantage dans un écosystème comme Alephium qui est plus petit, c'est que du coup, d'avoir l'attention, d'être le first mover dans certains use cases, c'est beaucoup plus simple que sur des plateformes qui sont déjà un petit peu saturées, Voilà. Donc c'était un très long summary pour toi. Ouais, bah, super, merci, parce que je pense que les développeurs du coup qui regardent l'interview et qui sont des lecteurs réguliers de CoinTribune vont être contents. Je pense qu'ils vont réfléchir à ça, j'espère. Voilà, Ça va inspirer beaucoup de personnes. Peut-être qu'ils en ont marre de toutes les chaînes qui se ressemblent avec tous les mêmes trade-offs et qu'ils ont envie de voir quelque chose de différent. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment différent et qui a été pensé pour eux. Super, super, merci. La dernière question qui est posée, du coup, c'est la question de fin. Déjà, merci pour toutes tes réponses. Du coup, on a pu avoir une overview de la mise à jour, de toute l'upgrade d'Anube et de toutes les nouveautés qu'il y a sur l'écosystème. Qu'est-ce qui est prévu, du coup, pour la suite? Est-ce que vous avez déjà en vue la prochaine upgrade? Est-ce que vous savez vers quoi vous voulez vous diriger? Et est-ce que vous avez un objectif clair et précis pour les prochaines années du développement d'Alephium? Ouais. Alors, ce qui vient après, les développeurs sont déjà en train d'y réfléchir. Donc, il y a déjà des pistes sur ce qui sera inclus dans la prochaine network upgrade, notamment le développement de standards pour les tokens qui seraient smart contract based. Donc, nous, de nouveau, on est une blockchain UTXO. Un des gros bénéfices, ça veut dire que les tokens par défaut sur Alephium, ils sont first class citizens. Ils sont basés sur les modèles UTXO, ça veut dire qu'ils sont traités par le réseau comme notre coin Alph. Par exemple sur Ethereum, la plupart des tokens, ils sont smart contract based, ils sont créés par des smart contracts et c'est le smart contract qui en gros possède toute l'information sur le token, qui possède le token, à quelle balance et tout ça. Ça veut dire que si on a contrôle sur le smart contract, en vrai, que les tokens soient dans ton wallet ou pas, on peut impacter ton ownership du token directement dans ton wallet privé à partir du smart contract parce que les tokens sont gérés par le contrat. Nous, ils sont UTXO based, donc ça veut dire qu'une fois qu'ils sont dans ton wallet, ils sont vraiment possédés par l'UTXO. C'est pas possible d'avoir des mécanismes de censure, c'est pas possible de les friser. Et s'ils sont dans ton private wallet, il n'y a aucun moyen, même si le contrat qui les a issued disparaît, tes assets restent. Il y a zéro moyen de contrôle. Ils ont vraiment les mêmes propriétés que le coin. Mais après, il y a certains use cases, typiquement tout ce qui est RWA ou la tokenisation d'assets qui seraient régulés, où les tokens doivent avoir des fonctionnalités. Et ces fonctionnalités, ça peut être des whitelists, des blacklists, la capacité à friser des assets. Et du coup, c'est possible sur Alephium déjà de développer des tokens qui sont smart contract based, enfin des standards de tokens smart contract based, mais c'est quelque chose qu'on va faciliter et formaliser et développer des standards dans la prochaine network upgrade et surtout la façon pour le protocole de gérer ces tokens qui sont smart contract based à côté des tokens qui sont UTXO based. Donc l'idée c'est de supporter de nouveau plus de use cases. Parce qu'il y a pas mal de use cases, de nouveau tokenisation RWA, qui ont besoin d'avoir des tokens sur lesquels on peut mettre en place ces mécanismes. Voilà. Donc il y a une partie, c'est ça. Après, c'est toujours potentiellement continuer d'améliorer la performance. Parce qu'ils avaient déjà fait des tests pour réduire le block time encore plus bas que 8 secondes, pour vraiment être... surtout pour la DeFi où on veut des trucs avec high frequency et ces choses-là, ça peut être intéressant d'être encore plus performant, mais comme on est proof of work, ça demande vraiment un gros travail d'optimisation pour que ce soit fait d'une manière qui introduise pas trop de points négatifs en gros. Donc je sais que ça fera partie aussi de la recherche qu'ils vont continuer à faire. Il y aura aussi beaucoup d'efforts qui seront faits autour de créer vraiment, d'émuler et de renforcer les dApps qui existent dans l'écosystème d'Alephium, donc de les aider à devenir plus matures. Je pense qu'on a pas mal aussi, on a 2-3
projets de tokenisation justement RWA, qui sont des projets, c'est beaucoup plus long que ce dont on a l'habitude dans le Web3. Donc moi, ce que j'aimerais bien sur les prochaines années, c'est de voir ces choses-là se matérialiser concrètement. C'est aussi d'avoir de plus en plus de dApp et de les aider comment dire, à exister au-delà de Alephium. En fait, c'est de vraiment d'arriver à un stade de maturité où le fait qu'elle soit construite sur Alephium, c'est un détail, et que les gens ne les découvrent pas parce que d'inverser un peu le truc où les gens découvrent les dApp parce qu'ils découvrent Alephium et ensuite ils découvrent les dApp, essayer d'arriver dans un stade où on a suffisamment supporté l'écosystème pour qu'en fait les gens découvrent Alephium, enfin qu'on inverse, les gens découvrent la dApp et du coup ils découvrent Alephium. Ce serait vraiment quelque chose, je pense, qui serait, en tout cas on serait très fiers d'arriver à ce stade-là de maturité. Et ensuite j'aimerais bien qu'aujourd'hui, en termes d'awareness et tout ça, aujourd'hui, bien qu'on a clairement bien grandi ces 3 dernières années, on est encore clairement un underdog, un petit projet. J'aimerais qu'on se soit vraiment ancré comme la blockchain proof of work de choix quand on veut construire des smart contracts et des applications décentralisées. Super, merci pour cette réponse complète, c'est parfait. Et voilà, l'interview touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Merci également à Maud et à Alephium. Toutes les ressources concernant le projet Alephium seront en description. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à nous donner votre avis en commentaire. A bientôt pour une prochaine interview sur CoinTribune.